J'analyse, j'étais en train d'écouter parce que j'ai vu un titre et puis moi j'en ai un peu plus rien à foutre des space et je me contente souvent maintenant d'archiver des éléments. De temps en temps je fais de l'écoute aléatoire, mais là j'ai vu que frère Jean-Luc a ouvert un space qui fait suite à un space précédent. Donc j'ai balayé avec le curseur, contenu habituel, c'était V17 l'autre. Le titre en plus c'était au absent, donc je sais pas à quel moment il était là, à quel moment il était pas là. Et il y a eu, j'entends la voix de Zorro, inimitable, je suis partout et j'occupe la scène. Il me fait trop marrer ce Zorro. Puis bon, je me fixe un peu là-dessus parce qu'on est sur des quinquagénaires ou des quadragénaires quinquagénaires enfin bon, on connaît tous frère Jean-Luc et quant à Zorro, il se revendique en tout cas quelqu'un capable d'avoir une discussion sérieuse. Bon, on n'a jamais vraiment entendu proposer d'arguments. Enfin, on peut lui reconnaître une chose, c'est qu'en postulant que l'islam est vrai, il parvient peut-être un petit peu mieux que d'autres à en déduire, en inférer, je préférerais le mot inférer d'ailleurs, des trucs qui sont assez académiques. Hein. Ok, par exemple, quand il a agressé Résilient ou des trucs comme ça. Mais bon, de là à dire que c'est du débat, si tu postules que l'islam est vrai, tu te convertis à l'islam et t'appliques l'islam. Enfin, je veux dire, l'espace est très étroit, en fait. Enfin, en tout cas, l'islam fondamentaliste qu'énonce, que postule Zorro, puisque lui, il est sur la même ligne que Haroun Sacha et compagnie. Voilà. Tout en essayant de dribbler, mais enfin, bon, par moment, il se lâche et là, ça dépote. Quand il tire sur Jadix. Donc, j'étais un peu flemmard. Et en plus, Zorro, il est belge, il vient sur des spaces francophones pour demander aux gens de voter pour Mélenchon, donc j'étais d'autant plus flemmard. Parce que bon, on voit bien qu'il est à côté de... Voilà, il est pas... Même s'il prétend bien aimer la France, il est pas très... il a pas il ressent pas le truc, quoi. Mais bon, passons, moi j'aime bien, j'écoute tout le monde, je dévalorise jamais personne, donc voilà. Et là, on a eu quelque chose d'absolument typique, qui en fait résume tout. Mais c'est ultra étendu, c'est la grille d'argumentation. Si je valorise un peu Zorro, si j'essaye de ne pas moquer de lui, c'est cette grille permanente de penser que des arguments qui va sortir en tant qu'avocat dans un tribunal ont une quelconque recevabilité. Autrement dit, on a l'impression que ces gens se disent, enfin ces militants se disent, à partir du moment où j'arrive à parler comme un avocat dans un tribunal, je dis pas qu'ils y arrivent, hein, mais on va faire semblant de penser qu'ils y arrivent, et que je gagne le procès, c'est donc que j'ai raison sur le fond. Et ça, c'est vraiment problématique. Pourquoi? Parce que une fois, 10 fois, 50 fois, tu veux gagner dans un octogone, faire bafouiller l'autre, pourquoi pas? Mais même sur parce que c'était calme, hein, même sur une discussion calme, je me disais, bon, on va peut-être avoir un peu de fond. Eh ben non. C'était des arguments d'avocat. On aurait cru, Zorro, il plaide. Bon, alors Malik lui a un peu répondu, mais il n'avait pas énormément de temps de parole, il parle assez doucement, donc il a dit des évidences, je dirais, mais il y a un truc, ce qui fait que je fais cette vidéo, c'est pas du tout ça, parce que ça, vraiment, j'aurais pas fait une vidéo pour ça, vu que je l'ai déjà fait. Et en particulier, je l'ai déjà fait, et j'ai déjà mentionné souvent le Z, chez qui on voit que c'est quelque chose de très présent. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la dispute d'espèces, on est en échange privé, et le Z, il utilise cette grille invalide donc de l'argument d'avocat. Donc en général, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, tu prends des epsilon et tu as montré que l'adversaire n'a raison qu'à 99,9, à 100 moins epsilon. Mais est-ce que ça te fait descendre à zéro? C'est le problème qu'ils n'arrivent pas à avoir. En fait, c'est une façon détournée, sans le dire, de imputer la charge de la preuve à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un refus de l'échange, tout simplement. À partir, on ne peut rien prouver. Hein. Encore une fois, on ne peut prouver que des théorèmes de maths et la physique. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. C'est un peu plus subtil. Et puis pour le reste, il n'y a pas voilà, c'est du pipeau le reste. Enfin, en tout cas, au niveau des preuves, on ne peut rien prouver. Donc, si tu dis à l'autre, prouve-le, c'est fini, t'as gagné, automatiquement. Enfin, si on accepte que ton argument, c'est de détourner un prouve-le, enfin, de détourner, de dire prouve-le de manière, voilà, sous une forme un peu déguisée, t'as gagné. Voilà. Mais ça, c'est le Z. Mais moi, en fait, ce qui va faire agir, c'est que Zorro, pour prouver que Le Pen est d'extrême droite et que le Front National, le RN est d'extrême droite, d'une part, il l'appelle le Front National, donc les gens, et du coup, ça me fait faire l'erreur, les gens ne savent plus trop de quoi ils parlent, dans la mesure où l'ancien Front National avait quand même quasiment des sympathies nazies, donc il n'était pas très sympa et personne n'aurait gueulé si on avait dit ouais, le Front National est d'extrême droite, il était lui-même d'accord pour se revendiquer d'extrême droite. Maintenant, on parle de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, d'anciennement Philippot et tout un tas d'autres carriéristes, enfin des gens plus pragmatiques, qui ont repris la boutique pour la faire ce qu'elle est aujourd'hui. Donc bon,
D'accord, ils ont gardé les numéros de téléphone des permanences, et ils ont gardé quelques gens louches dans les cuisines, donc n'allez pas manger, hein, il y a des anciens de chez Le Pen dans les cuisines, mais disons qu'ils ont quand même retapé pas mal le projet. Donc assimiler le Rassemblement National à l'ancien Front National, putain j'arrive pas à parler, à l'ancien Front National, c'est aller un peu vite. C'est faire un procès d'intention. Moi je suis pas contre, hein, mais c'est de l'affirmatif, c'est pas du tout justifié. Il n'y a pas d'éléments énormes qui justifient ça. D'autant qu'il y a le précédent de Meloni. On n'a pas vu Meloni reprendre les idées de Mussolini, hein. On en est très 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 loin. Maintenant, ce qui est très marrant dans ce qu'à un moment donné, Zorro, ce qu'il dit c'est l'intelligence artificielle le dit et le justifie par le fait que des scientifiques, et alors là je cite Zorro, il y a 4000 scientifiques qui ont signé. Donc on est, le mec il auto-flingue. Et bon moi en tant que, enfin évidemment ça me fait réagir puisque je connais évidemment mieux que Zorro et que quiconque le CNRS, et ça me fait réagir quand il y a 4000 scientifiques qui signent. Donc t'imagines, des scientifiques qui signent, ça s'appelle... Toute production est une pétition, hein. Dans le domaine politique, il n'y a pas d'exception scientifique, il n'y a pas de science politique par exemple. Le mot science, quand vous le voyez accolé à quelque chose, ça veut dire que ce quelque chose est une imposture. La vraie science n'a pas besoin du mot science. Vous ne parlez pas de la science physique, vous parlez de la physique, vous ne parlez pas de la science mathématique, vous parlez des mathématiques, vous ne parlez pas de la science biologique, vous parlez de la biologie, vous ne parlez pas des sciences historiques, vous parlez d'histoire. Dès qu'on commence à voir le mot science, c'est tout simplement des regroupements humains qui ont revendiqué une appellation parce que justement, ils ne l'étaient pas. Donc, ni les sociologues, ni... Alors, la sociologie, c'est la sociologie, mais si vous prenez un sociologue et qui dit « je suis scientifique », il va éventuellement dire « je fais des sciences humaines » pour revendiquer. Mais c'est une auto... il s'auto-désigne comme scientifique, il n'a pas de reconnaissance scientifique. Aucun scientifique sérieux aujourd'hui dans le monde n'accorde le moindre caractère scientifique à tout ce qui est sciences humaines, sciences politiques, sciences économiques. Alors il y a des petites parties, hein, il y a des calculs, mais enfin bon, faire des calculs, ça atteste pas de l'ensemble. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre enfin tous les trucs qui mettent les mots sur sciences de l'éducation, il y a zéro science là-dedans. Donc déjà, il faut se le dire. Il faut être très très clair, c'est pas du tout, c'est l'hébergement au CNRS qui est très discuté actuellement, mais qui ne peut pas être changé parce qu'il y a des systèmes de points de retraite, bref. La protection du fonctionnaire en France, elle est très importante, c'est pas non plus un mal, mais entre 70 et 2000, pour rentrer dans ces... Bon, l'idée c'était, et surtout entre 80 et 2000, l'idée c'est que pour rentrer dans ces labos, de non-sciences, hein, les labos littéraires, fallait avoir sa carte du PC. Et c'était explicite, ils s'en cachaient pas, il y avait... Donc, vous imaginez, tu peux venir écrire des articles chez nous et on va te payer que si tu es membre du PC, pas du PS, hein, du PC. Et le CNRS se trimballe, pas seulement d'ailleurs dans les non-sciences, mais aussi dans les sciences physiques et maths, se trimballe une putain de poids idéologique qui est essentiellement le communisme, le marxisme. Et ça c'est parfaitement connu, mais c'est pas seulement parfaitement connu, c'est parfaitement revendiqué. Et donc, vous ne verrez jamais en tant qu'entité officielle le CNRS se prononcer sur quoi que ce soit. Je voudrais d'ailleurs rappeler une affaire qui a fait qui a suscité énormément de colère. Bon, ça pas, évidemment, c'est pas un bâtiment, donc il va pas s'écrouler. Il y a 3 glampins contrôlés qui ont utilisé les codes du CNRS pour dire l'islamo-gauchisme n'existe pas, c'est un concept qui n'a pas de sens scientifique. Ils l'ont fait la nuit, ok, ils ont fait un communiqué avec... Mais je peux vous dire que derrière, alors que il y a plein de gens beaucoup sont islamo-gauchistes dans ce domaine, mais quand les mecs ont utilisé les codes pour poster, il a failli y avoir, pourtant c'est pas des violents, ils ont failli s'entretuer. On a eu une crise interne au CNRS qui était, mais des fois je me suis dit, bah putain, pour la première fois de ma vie, j'assiste à la présence de testostérone enragé et au CNRS, ça allait très très mal. Pas parce qu'ils sont d'accord ou pas d'accord, parce qu'ils estimaient que les mecs n'avaient pas à faire ça et on envisageait le licenciement. On a envisagé le licenciement. De même pour la Dana des sciences de l'éducation, je ne sais plus comment elle s'appelle, sinon je mettrai son nom, qui a fait un article au nom, enfin qui a mêlé le CNRS à ça, pour dire que la disparition des notes était géniale sur l'Académie d'Orléans. Ils ont fait, et l'article est dithyrambique, il dit ouais c'est super, c'est sublime, la science a prouvé que si on enlève les notes à l'école, tout ira mieux, etc. Et ça a été présenté comme une position scientifique établie par des chercheurs au CNRS. Bon, les 3 qui ont fait ça, 2 ou 3 je crois, ils ont failli se faire virer.
ça a provoqué, alors après ils n'ont pas été virer rarement les gens au CNRS, c'est une espèce de liberté d'expression totale, mais enfin ça n'a pas plu du tout d'abord ça se voyait, alors les gens disaient de toute façon c'est pas la peine de les virer, c'est pas la peine de faire un communiqué, on voit tout de suite que c'est pas scientifique, un article qui dit acheter, ça fait comme les publicités, vous voyez, ouais les scientifiques ont découvert que cette pommade résout la calvitie, en réalité là c'est bon, il n'y a pas besoin non plus, donc là c'était un gros militantisme pour la disparition des notes, mais quand même, ça a posé des gros soucis. Personne signe et surtout personne n'est à prendre au sérieux. Un scientifique n'est pas habilité à parler au nom de la science. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors ça peut paraître bizarre si les scientifiques... Ben non, la science produit des articles précis. Donc en maths c'est des théorèmes, en physique ça... c'est un peu plus compliqué, et ailleurs on produit des témoignages, voilà, des témoignages, et si on veut être payé, eh ben, il faut avoir des diplômes, passer des concours et être performant. Mais cette performance, une fois établie, elle n'atteste en rien de ton honnêteté scientifique ou de la valeur de ce que tu dis, en dehors de tes publications dans des revues à comité de lecture, etc. Et l'affaire Sokal en 1996 a montré que c'était nawak pour tout le domaine des sciences humaines, mais c'est connu, d'ailleurs eux-mêmes ne revendiquent pas, eux ils font de la politique si vous voulez, voilà. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ils sont d'accord avec, il y a des gens qui sont en train de m'écouter, je parle fort, est-ce que ça veut dire que ces gens-là qui bossent dans les sciences humaines au CNRS sont contre Le Pen? La réponse est oui. Ils font des pétitions et il y a énormément de pétitions d'une partie de ces littéraires. Moi je les appelle des littéraires, d'ailleurs c'est impropre parce que c'est pas du tout du domaine littéraire, hein, c'est pas du tout des gens qui viennent de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm section lettres, hein, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. C'est des sociologues, c'est des psychologues, enfin non, des psychologues c'est, oui si, ça peut être des psychologues, c'est des gens qui viennent un peu de partout, voilà, qui ont été bons à un moment donné de leurs études. Il y en a certains, ils viennent de Sciences Po, donc ceux-là sont pas bons, mais parce que là, Sciences Po, c'est un couloir de service pour rentrer à l'ENA. Parce que l'ENA, donc que tout le monde connaît, hein, a priori, donc je vais pas, permet à des gens qui n'ont pas le niveau de rentrer chez eux pour d'autres motifs, parce qu'ils sont des leaders de syndicaux, etc. Or, s'ils passent le concours, évidemment, ils vont être derniers. Donc, parce qu'ils ont en concurrence avec eux d'autres gens qui viennent de Polytechnique, d'HEC, de ceci, de cela. Donc l'ENA a ouvert ses recrutements, il y a un fléchage Sciences Po. Et donc Sciences Po, c'est comme une fac qu'on fait après le lycée, si vous voulez, mais il faut être admis, hein, c'est quand même sur dossier. Et bon, là, on a ce qui est connu, hein, c'est-à-dire, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, ils font beaucoup de militantisme, mais c'est ce qu'on leur demande, ils sont les bienvenus, on demande du charisme, du militantisme, de diriger des syndicats étudiants, lycéens, voilà, mais avoir de la culture. Donc voilà, on ne demande pas être capable de réfléchir, mais il faut que tu saches beaucoup de trucs, parce qu'ils veulent pas, voilà, une personne qui connaît pas une date, ça fait tâche. Et ensuite, ces gens-là peuvent passer le concours de l'ENA, mais ils l'ont pas tous d'une part, et d'autre part, avoir l'ENA par Sciences Po, entre guillemets, c'est un peu comme une thèse avec la mention honorable. Hein. C'est-à-dire t'es recalé, mais c'est honorifique, quoi. Mais bon, tu vas quand même aller à l'ENA et puis bricoler des trucs. Et donc, vous avez, en fait, c'est un milieu connu, activiste politique, hélas très souvent, je dis hélas parce que moi je dénonce Mélenchon et ses escroqueries, hélas très souvent islamo-gauchiste, et en plus c'est beaucoup de gens qui n'y comprennent rien en fait. Ils écrivent des articles, donc très vides, hein, c'est souvent vide, je vous invite à les lire, on les trouve facilement. Dans leur boulot, ils écrivent des articles souvent assez vides, mais bon, ils maintiennent, pour maintenir leur salaire au CNRS, il faut voilà, donc ils vont faire des sondages, ils vont faire des études, et puis ils ramènent, ils commentent les statistiques, et puis il y a toujours un paragraphe où ils se lâchent un peu, donc bon, en gros, ça, voilà, c'est un truc que la France a inventé dans plein de domaines, la rente, voilà, ça évite, c'est du chômage qui ne dit pas son nom, c'est de l'allocation chômage qui ne dit pas son nom, mais comme on demande quand même des performances pour rentrer, une grande culture, etc., évidemment, on peut pas, voilà, moi je leur reproche pas d'être payé par la France. Bon, après, c'est une question de proportion et de quantité, et ça pèse quand même assez lourd sur le CNRS d'avoir toute cette catégorie de gens un peu, voilà, c'est un peu discutable sur ce qu'ils apportent au monde, à la société. Voilà, les articles, vous voyez, par exemple, Rocala Diallo, ou Raev, ce mec, je vais pas dire où il bosse, mais il bosse comme maître de conférence quelque part dans le domaine des sciences humaines, comme on dit. Et ils ont des postes. Je crois que Rocala Diallo, c'est pas en France, mais voilà, prenez un bon journaliste de CNews, un bon journaliste de BFM, c'est le profil parfait. Donc, le CNRS et les 4000 signataires évoqués par Zorro, ça bat quand même. Voilà, mais ça vient de la grille consistant à utiliser des arguments d'avocat. S'il n'avait pas cette grille, il répondrait sur le fond. Avec cette grille, il répond à côté. Et il faudrait que les gens en aient quelque chose à foutre, que des islamo-gauchistes militants et ayant une
un emploi au CNRS, c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire, ils ont un emploi au CNRS, parce qu'à un moment donné, quand ils étaient jeunes, ils ont réussi à être recrutés, disent voter Mélenchon. Mais je peux vous assurer que dans cette catégorie-là, c'est pas seulement ils disent voter Mélenchon, c'est ils signent des pétitions, ils passent à la télé et disent que Mélenchon c'est Dieu. Hein, on va pas se mentir. Donc les 4000 signataires dont parle Zoro, c'est tout simplement des militants LFistes avec des diplômes divers, de sociologie, de lettres. Voilà, ça aucune valeur. Enfin, ça a aucune valeur de... sont pas, y a rien à aller chercher parce que ces gens-là seraient assis derrière un bureau au CNRS qui souvent ils n'ont pas tous un bureau, hein, en plus il y en a quand même pas mal, parce qu'il n'y a pas des obligations de présence, ça dépend s'ils sont CNRS ou maîtres de conférence. S'ils ont maître de conférence, ils ont quelques cours à faire devant les étudiants et généralement ils ont des bureaux. S'ils sont juste chercheurs CNRS, CR1, CR2, je suis même pas sûr qu'ils aient tous demandé un bureau, hein. Ils sont tranquillement chez eux derrière leur traitement de texte, ils font leurs réunions politiques, enfin, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas... voilà, et puis, oh, tu vas voir mon article de la semaine prochaine. Je vais prendre un exemple. Il suffit de prendre tous les articles qu'ont critiqué Florence Bergeau-Blacker. Bah, lisez-les. Et vous comprendrez ce que c'est que ces fameux chercheurs au CNRS que des gens comme Zoro appellent des scientifiques. Lisez les articles qu'on critique, parce que ça c'est excellent. Elle leur a tendu un bon piège, elle a écrit un livre, absolument pas. Elle ne revendique absolument rien, elle écrit un livre, elle a travaillé, elle restitue son travail en assumant sa subjectivité. Elle est dans l'affirmatif et le descriptif. Donc et vous avez des articles, mais par dizaines, il y a eu plusieurs dizaines de critiques de Florence Bergeau-Blacker, par ces fameux littéraires scientifiques que Zoro ou que d'autres vont qualifier de scientifiques du CNRS, surtout le journal Libération, il adore faire ça, il adore dire des scientifiques ont montré que, et puis il vous sort le dernier article de François Burga, et voilà, ou de Ouria Boutelcha, eh bien, lisez ce qu'ils ont écrit pour critiquer le livre de Florence Bergeau-Blacker, parce que là on voit, là je veux dire, on est dans l'affaire Sokal. C'est-à-dire, on voit tout de suite comment ça fonctionne. Et donc, évidemment, il fallait que je fasse une petite archive pour parce que les gens sont pas au courant, quoi. Les gens, ils voient machin, prof à Sciences Po, machin, membre du CNRS, ils pensent que c'est quelqu'un, sa parole compte et tout. Eh ben non, je suis désolé, ça n'a absolument aucun... Et encore une fois, ce que je dis là, c'est même pas une critique du niveau d'intelligence des gens, parce que c'est assumé, ils le disent, ils le revendiquent. Ils sont militants, ils sont engagés, et ils sont même hargneux, parce qu'ils pensent qu'ils sont là pour sauver le monde, c'est-à-dire qu'ils pensent que c'est leur militantisme à eux qui sont les seuls en position d'avoir suffisamment de temps libre pour produire du texte qui ferait élire des gens comme Mélenchon et pour renverser la domination du grand capital. Je veux dire, c'est comme ça qu'on parle. Et pour eux, voilà, pour eux, le marxisme est une espèce de théorème et non pas une idéologie. C'est la vérité, le marxisme. Et ensuite, ils estiment qu'ils sont des petits serviteurs de finition du grand avènement du marxisme. C'est comme ça que résonne un CNRS sciences de l'éducation, un CNRS sciences humaines. Pourquoi vous croyez que notre système scolaire s'est totalement effondré et qu'on est devenu dernier? On est avant-dernier ou dernier, je ne sais plus exactement. Mais enfin, on a des résultats, je peux vous assurer qu'on aurait exactement les mêmes si vous fermez les collèges et les lycées. Donc c'est très très étonnant d'avoir ces résultats qui sont extrêmement mauvais, parce que ça fait depuis les années, on va dire que ça s'est vraiment stabilisé en vitesse de croisière un peu dans les années 90-95, vous voyez, c'est parce qu'il y a eu, en fait, ça a été le moment Mitterrand qui a été quand même assez désastreux, parce que c'est le moment où on a rêvé la société au lieu de la vivre, au lieu de répondre. Donc il y a eu un déni extraordinaire. On a eu le livre d'Antibi sur la constante macabre. Prenez le livre d'Antibi, la constante macabre, ça vous résume la grosse masse qui aujourd'hui plombe le CNRS en sciences humaines, en sociologie, en anthropologie, etc. Avec ici ou là quelques dissidents, quelques gens qui essayent d'être scientifiquement sérieux, mais qui sont souvent extrêmement agressés parce qu'on leur dit ta vie c'est pas ça. Ta vie c'est pas de restituer par la recherche réellement neutre quelque chose, c'est réellement un engagement. Nous luttons contre le grand capital. Et que ce soit le CNRS, que ce soit l'université, que ce soit le travail en entreprise, parce que pour eux tout ça c'est la même chose, hein, le travail en entreprise, la fonction publique, l'école, l'éducation, pour eux tout ça, ce sont des véhicules qui doivent aider à faire cesser l'oppression par le monde bourgeois et capitaliste contre les pauvres et les déshérités. Hein. Et ils considèrent que cette cause est absolue, qu'elle est en quelque sorte divine ou religieuse, même s'ils se déclarent souvent athées, et qu'il n'y a pas à faire à serrer du cul
en disant, ah ouais, mais j'ai quand même une éthique à respecter dans mon travail. Allez dire à la cantine du CNRS, c'est facile, vous pouvez prendre un ticket visiteur, faites-vous inviter ne me croyez pas sur parole, faites-vous inviter, déjeuner 2-3 jours, parce que des fois, si on n'a pas de chance, le premier déjeuner, dans les cantines de ces laboratoires, on les appelle des laboratoires hein, quand même, de sociologues, d'anthropologues, de ceci, de cela, repartez au bout de 3 jours, vous allez vite comprendre. Et essayez de parler d'éthique scientifique, et on va vous renvoyer, ça c'est une notion bourgeoise. Et puis en plus, ils prennent des airs très sur deux, hein. Attention là, oui, petit, tu viens de l'extérieur, mais là, attention, tu es en train de tomber dans le piège de la bourgeoisie. Quand il y a eu le débat sur la retraite, parce que c'était un débat concret, donc ça faisait parler, c'est des gens du CNRS qui ont dit qu'il fallait pas accepter même que la question soit posée du réalisme. Et c'est un mec du CNRS, je ne sais plus qui, mais je le connaissais de nom en tout cas, qui a fait un tweet à l'époque. Il y avait un tweetos quelconque qui avait mis réforme de la retraite, il avait mis 4 possibilités. Désirable et faisable, désirable mais non faisable, non désirable et faisable, non désirable et non faisable. Il fallait cocher, fallait voter. Et il s'était insurgé contre la présence du faisable. Il disait que c'était une manière de ramener les gens vers la droite, c'était l'éternelle arnaque de la droite, qu'elle répond c'est pas réaliste, c'est pas faisable, c'est pas qu'on veut pas, mais c'est que c'est pas possible. Et là, il y a eu une fronde dans le milieu des sciences humaines, de la sociologie, de la psychologie, etc. Enfin bref, tous ces labos de lettres, enfin tout ce milieu universitaire CNRS pour dire que ça, il fallait faire vraiment du bruit, qu'il fallait en cesser une bonne fois pour toutes avec cette introduction de l'idée de réalisabilité dans des projets politiques. Que c'était le principal ennemi des gens qui résistent à l'oppression capitaliste. Et ils sont pas sur Twitter, donc je peux retrouver des échanges nombreux et nourris qui montrent bien, et vous allez voir, les noms sont parfois connus. Donc les voilà vos scientifiques du CNRS. Certes, ils disent pas c'est faisable, ils disent le simple fait de poser la question te situe d'emblée comme un ennemi du camp marxiste. Il te situe d'emblée comme un malfaisant, un criminel en quelque sorte. Il criminalise l'adversité. C'est ça un truc typique aussi de ces... Et je vous assure, c'est quasi... essayez d'être un sociologue de droite enseignant un maître de conférence à Sancier avec des idées neutres ou de droite, vous allez voir combien de temps il va rester. Enfin, ça existe parce que de toute façon on est indéboulonnable, mais demandez-lui comment ses cours sont reçus et comment il s'entend avec ses collègues, vous allez bien vous marrer.